d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. La conférence d'entente nationale se tiendra du 27 mars au 2 avril 2017 ici à Bamako. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa session extraordinaire tenue aujourd'hui. Autonomisation des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique en zone de conflit et post-conflit. Le sujet a été évoqué lors d'une table ronde de haut niveau à New York où le Mali était à l'honneur. Journée mondiale de lutte contre le glaucome. Pour éviter la maladie, les spécialistes conseillent un dépistage précoce. L'invité de cette édition est Sidi Diallo, président donc du comité provisoire de normalisation du football malien. Avec lui, il sera question des missions assignées à ces comités. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Sankaré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce samedi 18 mars 2017 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a entendu une communication du président de la commission préparatoire et président de la conférence d'entente nationale sur l'état des préparatifs de la dite conférence. Cette communication a porté sur la restitution des travaux de la commission préparatoire qui ont été menés de manière inclusive à travers l'organisation de consultations régionales et catégorielles. Le président de la commission préparatoire a notamment rencontré les signataires de l'accord de paix, les présidents des institutions de la République et les autorités administratives indépendantes, les anciens premiers ministres, les organisations et associations et confessionnelles, les partis politiques, les organisations syndicales, les notabilités, les groupements de femmes et de jeunes, la diaspora, la MINUSMA et le comité de suivi de l'accord. Ces consultations ont révélé une large adhésion des forces vives de la nation à la tenue de la conférence d'entente nationale qui sera organisée autour de 3 grands thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, la conférence d'entente nationale permettra d'approfondir les débats sur les causes profondes du conflit et d'élaborer une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale sur une base consensuelle. La conférence regroupera 300 participants venant des régions, du district de Bamako et de la diaspora. À l'issue de la délibération, le Conseil des ministres a décidé de la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Je reviens donc sur cette date importante. À l'issue de cette délibération, le Conseil des ministres a décidé de la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Voilà, c'est donc la fin de ce communiqué. Nous restons à Koulouba où le président de la République a reçu cet après-midi Hervé Latsou qui est en fin de mission. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies sur le départ s'est dit satisfait du déroulement du processus de paix au Mali. Compte rendu d'audience avec Nyanya Aliou Traoré. Le Mali est sur la bonne voie et les Nations Unies plus que jamais déterminées à l'accompagner dans toutes ses actions de sortie de crise. Ce sont là les mots de Hervé Latsou, reçus en audience par le chef de l'État. Nous avons vu au cours des 2 mois écoulés toute une série d'initiatives, le début du déploiement des administrations intérimaires, l'amorçage des patrouilles conjointes, maintenant la conférence d'entente nationale qui va se dérouler bientôt. Je crois que tout cela
augure bien des perspectives et évidemment les Nations Unies demeurent aux côtés du Mali et de son peuple pour avancer, sans méconnaître tous les risques qui demeurent, notamment les problèmes sécuritaires qui sont une réalité, hélas, mais nous y travaillons et nous essayons de trouver ensemble les meilleures solutions. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies est en fin de mission. Cette entrevue faisait d'une part office d'au-revoir, d'autre part de présentation. Le Français Hervé Latsus passe en effet le relais à son compatriote Jean-Pierre Lacroix. Les Nations Unies sont engagées de manière très très résolue pour aider à la stabilisation du Mali. Cet engagement est très fort et mon travail va s'inscrire dans la continuité de cet engagement avec beaucoup de détermination et évidemment en essayant d'adapter le plus possible notre action collective aux évolutions, aux défis. Le président de la République a souhaité la bienvenue à Lacroix, avec qui il compte avoir de francs et de fructueux dialogues pour le bon suivi du processus de paix. Ibrahim Boubacar Keïta a par ailleurs offert des cadeaux à Latsus, des livres sur le Mali, notamment sur la ville de Bamako et les villes qui longent le fleuve Niger. Hervé Latsus, visiblement heureux, dira que ces cadeaux constituent de véritables souvenirs et renforceront davantage ses connaissances sur le Mali. Dans le même registre, le haut représentant du président de la République a également reçu le chef des opérations du maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsus. Il s'est entretenu avec Mamadou Diagouraga sur l'état d'avancement du processus de paix au Mali, le point avec Arjou Matina. Présent dans nos murs, le chef des opérations du maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsus, a rencontré le haut représentant du président de la République. Au centre des échanges, le point de suivi de l'accord. Très heureux que M. le haut représentant nous ait reçus pour faire le point sur tout ce travail remarquable qu'il fait avec ses équipes pour assurer le suivi des accords et progresser dans toutes ces étapes essentielles que sont la mise en place des administrations intérimaires dans le Nord, le développement des patrouilles conjointes et puis les travaux qui sont engagés pour réunir dans les meilleures conditions possibles la conférence d'entente nationale. Donc j'ai assuré M. le représentant de la poursuite de notre soutien, du soutien des Nations Unies à son action que je salue. Selon les diplomates onusiens, certes la mise en œuvre de l'accord a connu du retard, mais des progrès sont à signaler. Il y a eu des retards, mais que bon, des étapes depuis la réunion du comité de suivi de l'accord du 10 février, des progrès très significatifs ont été faits. Maintenant, il reste à compléter le dispositif des administrations intérimaires, notamment à Tombouctou et à Taoudéni. Il faut généraliser le système des patrouilles conjointes, mais je crois qu'on travaille dans cette direction et de ce point de vue-là, je suis encouragé. La rencontre entre les deux délégations a duré 45 minutes. Hervé Latsus en fin de mission. Akaï, la centrale hydroélectrique de Felou est un ouvrage qui renforce la capacité énergétique du Mali. L'installation a été visitée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Le ministre a aussi visité le chantier de la centrale de Gouina qui enregistre un retard dans l'exécution des travaux. Envoyés spéciaux Hadija Toukone et Idrissa Traoré. La centrale de Felou, un espoir pour la sécurité énergétique des pays de l'OMVS. Elle a été inaugurée par les présidents maliens, sénégalais et mauritaniens en décembre 2013. Le ministre de l'Énergie, lors de sa visite dans la région de Kay, s'est rendu sur le site pour voir les avantages de cette importante infrastructure. Ce projet a consisté à l'aménagement hydroélectrique de Felou avec la construction d'une centrale de 60 MW. Depuis que Felou marche, nous avons injecté dans le réseau de l'OMVS plus d'1 milliard de kilowattheures, ce qui veut dire que les objectifs en termes de productibles ont été largement atteints. Au-delà de son impact économique, la centrale de Felou joue également un grand rôle dans le développement des populations riveraines. Il y a l'électrification de la localité de Lontou et Bengassi qui ont été faits. Et ensuite, on a construit le centre de santé avec la clôture. Il y a une mosquée qui a été construite. Il y a aussi l'adduction d'eau dans la zone qui est en train d'être finalisée. Il est prévu d'électrifier 7 villages.
Après une brève présentation de la centrale, le ministre Malika Lousseni est allé voir les installations. Et là, le principal problème a pour nom les déchets drainés par les eaux du fleuve. Le ministre s'est également rendu sur le site de la centrale de Gouina qui enregistre un retard dans l'exécution des travaux. Le retard, il est dû principalement aux conditions de financement. Le projet est financé par Exim Bank. Exim Bank avait certaines conditions pour le démarrage, c'est-à-dire le paiement de l'avant-démarrage. Ces conditions ont pris du temps pour être satisfaites. Aujourd'hui, pour nous, il n'y a aucun obstacle. On a un planning détaillé avec l'entreprise et qui suit son cours. Et dans 42 mois, le projet sera réceptionné, Inch'Allah. Et nous aurons 620 gigawattheures de production moyenne annuelle. C'est près des chutes de Gouina que le barrage se dressera et les responsables du projet rassurent que les chutes seront épargnées pour le respect de la nature. Visite ministérielle, toujours celui de l'urbanisme et de l'habitat, est élue sur les chantiers des logements sociaux dans la région de Ségou. C'est à la faveur de la première étape d'une tournée qu'il vient d'entamer. Le ministre a également échangé avec les services locaux relevant de son département. Sidiki Balo et Batraware sont nos envoyés spéciaux à Ségou. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en tournée à l'intérieur. Pour la première étape de cette visite de réalisation, il s'est rendu successivement à San, Bla et Ségou. À travers ces périples, le ministre Ousmane Koné veut, dans un premier temps, avoir une idée des logements sociaux réalisés dans les villes sillonnées. D'une manière générale, les maisons sont bien réalisées. Les structures à vue d'œil sont correctement faites. Nous n'avons pas constaté de fissures sur les bâtiments. Seulement sur les clôtures, par endroits, il y a quelques fissures que nous avons demandé de réparer. À l'intérieur des bâtiments aussi, nous avons vu des traces de termites sur les murs. Dans la cour aussi, nous avons fait quelques constats sur le remblayage et le compactage des remblais, qui a occasionné parfois le déchaussement de certains ouvrages de la cour. Et parfois la pente du remblai ne facilite pas l'évacuation des eaux de pluie. La deuxième motivation de ce déplacement du ministre Koné, c'est de s'imprégner des conditions de travail de ses services locaux. Une démarche largement saluée par les responsables régionaux de l'urbanisme et de l'habitat. Nous sommes vraiment ravis, moi et le personnel de l'urbanisme, de voir le ministre parmi nous, nous écouter, prendre nos préoccupations en compte, voir aussi nos travaux qui sont en train de se réaliser. C'est vraiment une belle joie pour nous tous. Contrairement à certaines rumeurs, aucun de ces logements sociaux n'a jusqu'ici fait l'objet d'une quelconque attribution. Il n'y a pas eu d'attribution parce que l'attribution doit conduire à un contrat entre nos services et l'occupant. Et à ma connaissance, cela n'est pas fait encore. Rappelons que les trois villes, San, Bla et Ségou, totalisent 110 logements sociaux de type F3 Toll et réalisés au compte du programme 2015. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population était face à la presse hier. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Ce projet de 4 ans devra contribuer à l'atteinte de l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Compte rendu, Moussa Fani. Bonne nouvelle pour les acteurs du secteur autonomisation des femmes. Après la mise en place de ces instances de pilotage, le projet intitulé Autonomisation des femmes et dividendes démographiques démarre ses activités. Le dit projet doit contribuer à améliorer l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Il a 3 composantes. Nous avons une première composante qui est dédiée à l'amélioration de la demande pour les produits de santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Une deuxième composante qui vise à renforcer les capacités régionales pour mettre à disposition des produits et des personnels de santé de qualité. Et la troisième composante qui vise à favoriser l'engagement politique. D'un coût d'environ 2 milliards de francs CFA, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques concerne les femmes, les enfants et les adolescentes. Et le dispositif institutionnel, effectivement, c'est à 2 niveaux. Au niveau régional, nous avons le comité régional de pilotage et au niveau national, nous avons un comité national de pilotage qui a pour bras technique un comité de suivi des activités, constitué par des points focaux qui se trouvent au niveau des différentes structures. Et les différentes structures qui sont concernées par ce comité national de pilotage, il s'agit du ministère de la Santé,
le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse et de la Condition citoyenne, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Enseignement supérieur, entre autres. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques est une initiative de 6 pays d'Afrique qui sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Mali. Loin du Mali, oui, le même sujet a été évoqué direction New York en marge des travaux de la 61e session de la Commission de la condition de la femme. Le Mali était à l'honneur hier. En effet, l'UNFPA et le ministère en charge de la femme ont organisé une table ronde de haut niveau sur l'autonomisation des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique en zone de conflit et post-conflit. Un événement qui aura suscité un vif intérêt sur lequel revient Salif Sanogo dans ce reportage. Avec une riche expérience dans le domaine de l'autonomisation des femmes, le Mali est cité en exemple dans le déclenchement du dividende démographique. À ses côtés, l'UNFPA est fortement mobilisé pour faire de nos acquis des avantages indéniables. Il est justement question de renforcer ces acquis en gommant de manière durable toutes les inégalités, un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 2 ans, dans un exercice similaire aux Nations Unies, la délégation du Mali prenait à témoin la communauté internationale sur les exactions dont les femmes et les filles ont été l'objet en 2012 lors de l'occupation des régions du Nord par des groupes terroristes, extrémistes violents et narcotrafiquants. Les événements de 2012 ont eu de graves conséquences, notamment chez les adolescentes et les jeunes filles. Mais l'engagement ferme des pouvoirs publics a permis d'atteindre des avancées notables et un engagement fortement salué par les partenaires au développement du Mali. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Ibeka et je crois que c'est une conversation qui est restée dans ma mémoire et je dois ici dire son engagement ferme de faire en sorte que le Mali puisse utiliser la capture du dividende démographique comme un de ses aspects, en tout cas de développement. La promotion des droits des adolescentes est une lutte de longue haleine sur le chemin de leur autonomisation. Et à en croire la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la détermination des pouvoirs publics est sans faille. Une expérience malienne que Mme Sangaré Oumoumba a pu partager avec son homologue de la Tunisie, un pays qui cherche à intensifier sa coopération avec le nôtre dans ce domaine. Oui, cela s'appelle la rencontre B2B, le Forum international Afrique Développement qui se tient en ce moment à Casablanca au Maroc, a enregistré une participation importante. En 2 jours, le secteur privé malien a fait plus de 200 rencontres. De Casa à la Blanche, le récit de nos envoyés spéciaux, Seydou Sissoko et Salimata Dao. Les rencontres B2B, un moment important du Forum international Afrique Développement. 100 tables et 400 chaises sont installées pour plus de 2000 opérateurs économiques, dont plus de 50 Maliens. Les rendez-vous s'enchaînent, on quitte une table et on s'installe à une autre. À chaque rencontre, les hommes et femmes d'affaires ont 30 minutes pour faire connaissance, échanger les contacts et discuter d'éventuelles collaborations. Nous, on est dans le secteur d'énergie, en train de développer les activités de béton aussi également. On a déjà fait le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous qu'on est en train de faire actuellement, c'est mettre un partenariat avec un de nos partenaires d'énergie Transfo. Je suis dans l'import-export. Je représente plusieurs produits au Mali, aussi dans le domaine informatique, de véhicules et d'autres matières comme motos et équipements agricoles. Cet espace, ça permet de voir des gens qui ont des défis à relever et des gens qui ont des solutions à ces défis et qui peuvent échanger ensemble sur vraiment des horizons différents et maintenant voir comment alors amener ces solutions-là, chacun ce soir, et voir comment l'adapter à ces réalités. Pour certains, les choses vont vite. Ils arrivent à signer des contrats de partenariat. J'ai rencontré plusieurs sociétés et on est même en phase de faire des transferts de technologies sur le Mali. J'ai des sociétés qui évoluent dans le domaine énergétique, notamment des fabricants de transport qui aujourd'hui sont prêts à venir au Mali pour installer un atelier de maintenance que nous n'avons pas au Mali. Apparemment, les rencontres sont intéressantes, prometteuses. Certains annoncent déjà leur participation à la prochaine édition.
Nous sommes au Maroc, on y reste pour parler de cette visite du ministre Thierno Amadou Oumar As Diallo qui était précisément à Oujda pour animer un panel sur l'islam et laïcité au Mali. La rencontre a regroupé les intellectuels du monde musulman, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe autour du thème de la diplomatie religieuse. Je vous propose d'écouter Monsieur le ministre sur la question. Lorsque le prophète sur lui a triomphé et qu'il est rentré à la Mecque, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les bras des Médinois qui étaient avec lui pour les donner à ceux-là qui étaient de la Mecque. Vous êtes désormais des frères. C'est cette image de l'islam que Ferra montre la diplomatie religieuse. Le Mali et le Maroc se rejoignent en cela parce que l'espace du G5 Sahel, même si le Maroc ne fait pas partie, est un espace de la tariqa malikite. C'est un lien ombilical séculaire et qui donc donne au Maroc une responsabilité face à l'histoire. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, chaque fois que le roi est présent dans un pays ou que nous sommes avec le Maroc, j'ai dit ce n'est pas une relation de diplomatie politicienne. La présence du Maroc dans nos États est la confirmation d'une relation séculaire. Et pour nous, cette diplomatie religieuse aussi pour le Mali, c'est ce premier accord que le roi Mohamed VI, le commandeur des croyants, a signé dès l'élection du président de la République du Mali, El Hadji Boubacar Keïta. La première convention, c'est la formation des 500 imams maliens au Maroc de la tariqa malikaite. Et c'est cela qui a ouvert cet institut qui devient aujourd'hui international. Et parce que la diplomatie religieuse passe par le meilleur message de la religion. Et donc, aujourd'hui, par la formation des imams maliens, mauritaniens, guinéens, sénégalais, tchadiens, ivoiriens, français, belges, voilà que le Maroc diffuse, pas dans un esprit politique, mais dans un esprit de fraternité spirituelle. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Santé, à présent, le glaucome, nul n'est à l'abri. C'est le thème qui était au centre des débats ce matin à la Maison des aînés de Bamako. La conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de lutte contre cette maladie. Les spécialistes ont invité les populations au dépistage précoce et à l'observance du traitement pour prévenir les cas de cécité. Le compte rendu avec Boubacar Sissoko. Le glaucome est la première cause de cécité irréversible. L'homme noir est le plus exposé à cette pathologie invalidante. Selon les spécialistes, le glaucome est généralement héréditaire, mais il n'est pas une fatalité. C'est pourquoi l'Association malienne de lutte contre le glaucome met l'accent sur la sensibilisation pour un dépistage précoce. Malheureusement, dans notre pays, le glaucome est très mal connu. Et les spécialistes aussi sont peu nombreux au Mali. Et le plateau technique est très insuffisant, est très faible. À part les capitales régionales, en tout cas au Mali, il est très difficile de poser un vrai diagnostic du glaucome dans les districts sanitaires. La maladie du glaucome est insidieuse. Elle peut survenir entre 30 et 40 ans chez l'homme noir. Cependant, personne n'est à l'abri. C'est une maladie qui est à l'origine de la cécité irréversible. Quand on est avec de glaucome, on ne peut plus espérer revoir, malheureusement, en tout cas jusqu'au stade actuel de la recherche. Puisqu'il n'y a pas de solution, quand on devient avec de glaucome, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prévention. Donc c'est d'éviter que la maladie n'évolue vers justement ce stade ultime qu'est la cécité. Si l'œil représente les 70% de l'activité humaine, il est indispensable que les populations se dépistent régulièrement pour se préserver de la cécité. Même si l'on ne dispose pas actuellement de statistiques en la matière au Mali, on estime que la maladie fait des ravages. Les acteurs chargés de la mise en œuvre du programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, sont en conclave à Bamako. La rencontre qui vise une synergie d'action des différents acteurs. Alors, le programme GIR est financé à plus de 9 milliards de francs CFA par le gouvernement du Mali et ses partenaires. Compte rendu à Gali Agagissa. Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion de l'eau et c'est dans cette optique que le programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau a vu le jour au Mali.
La mise en œuvre du programme devra coûter plus de 9 milliards de francs CFA au gouvernement du Mali et ses partenaires. Dans le cadre de ce programme, nous avons 5 composantes. La première composante porte sur l'adaptation du 4G. La deuxième porte sur la gestion des eaux transfrontalières. La troisième composante porte sur le système national d'information. La quatrième porte sur la gestion locale de l'eau à travers les comités locaux de l'eau. Et la cinquième composante sur les aspects transversaux, à savoir le changement climatique, la formation, la gestion des conflits, les genres. C'est dans le but de mutualiser les actions que les différents acteurs sont réunis. La présente rencontre permettra donc d'accroître la compréhension de l'agir et l'importance d'une mise en œuvre cohérente des activités sous la tutelle des ministères concernés. Elle permettra également d'accroître le sens de l'urgence partagée, tout comme la bonne compréhension des rôles, responsabilités et priorités des différents acteurs et une volonté de trouver des solutions satisfaisantes pour tous à court et moyen terme. Le programme, qui couvre une période de 5 ans, est financé par le Royaume des Pays-Bas et la Suède. Le comité national de pilotage du programme de filets sociaux Djigiseme-Yiri vient de se tenir. Les administrateurs ont examiné le rapport d'exécution des activités au titre de l'année 2016 et le rapport d'audit des activités de la même année. On fait le point avec Aïssata Saliou Maïga. Il s'agit à travers cette 8e session d'examiner le rapport d'exécution des activités au titre de l'année écoulée et le rapport d'audit des activités de la même année. Nous sommes déjà à 60 715 ménages identifiés pour un objectif de 62 000 ménages. Donc le programme a déjà fait bénéficier plus de 90% de l'objectif de développement du programme. En 2017, nous comptons faire l'extension sur l'ensemble des régions, notamment jusqu'à Gao, Niafunke. Nous allons aussi introduire d'autres cercles avec le financement additionnel du gouvernement et le financement additionnel que nous venons d'avoir avec la Banque mondiale. En 2016, le Comité national de pilotage du programme des filets sociaux a pu bien organiser et harmoniser ses actions grâce à la collaboration de certains partenaires. Les dépenses du programme au titre de l'année 2016 ont été évaluées à 7 milliards 35 millions de francs CFA, contre une prévision budgétaire de 11 milliards 193 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 62,85%. Au 31 décembre, le taux de décaissement du programme a atteint 44,45%. Rappelons que le programme des filets sociaux Djigiseme-Yiri a pour objectif de mettre en place des transferts monétaires ciblés aux ménages pauvres. La police nationale reçoit un appui de ECAP Sahel, une organisation internationale de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, la police a été dotée de matériel de contrôle sur la voie publique et des équipements pour le groupe d'intervention d'une valeur de 160 millions de francs CFA. Reportage Adama Koulibaly. La sécurisation des populations et leurs biens est aujourd'hui le problème prioritaire sur toutes les tables de discussion entre les autorités. Tout cet appui de ECAP Sahel, geste bien salué par le directeur général de la police nationale. La cérémonie qui nous réunit est le fruit d'un partenariat fécond entre la police nationale du Mali et ECAP Sahel Mali. Elle porte sur la remise de 1400 exemplaires de code pénal, de procédure pénale, 35 ordinateurs portables avec accessoires, 8 imprimantes Canon, 60 cartouches Canon, 5 vidéoprojecteurs, 42 multiprises Lindy, 2 écrans fixes Keystone Nobo, un routeur HP et du matériel pour la sécurité routière. La valeur du matériel remis par ECAP est de 160 millions de francs CFA. L'équipement est nécessaire si les forces de sécurité veulent se moderniser. Donc, à part leur formation et leur bonne structure, il faut aussi qu'ils aient un matériel qui soit à la hauteur des grands défis auxquels est exposé le Mali aujourd'hui. Taï, Ségou, Sigasso et Koulkro sont les villes bénéficiaires de ce premier lot, en attendant l'appui aux régions du Nord. Jeunesse, paix et sécurité, c'est le thème de la 4e édition du festival Slam et Humour du Mali. Durant une semaine, les slameurs du Mali et d'ailleurs ont montré leur savoir-faire avec l'aide de leurs partenaires comme le ministère de la Culture, l'Institut français, l'ambassade du Canada au Mali, Fousséni Tounkara, compte rendu.
Le slam est un art d'expression orale populaire. Ceux qui le pratiquent sont appelés des slameurs. Ils déclament, scandent des textes sur les thèmes libres ou imposés. Et quand il grandirait, il mènera sa carrière de lumière. Il se sacrifiera pour les autres et brisera des barrières. Ses paroles, ses mots seraient comme celles de Mandela. C'est dans le souci de mettre en valeur cette forme d'expression qu'est né le Festival international Slam et Humour du Mali. La rencontre est à sa 4e édition. La particularité de cette édition, c'est vraiment une ouverture envers la population et créer des arts graphiques autour du slam et de l'humour. Et notamment, nous avons choisi le centre de la Fiabougou à Maldem de faire des créations arts plastiques de slam avec eux. La présente édition enregistre également la participation des jeunes slameurs d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là parce que c'est un peu notre Union africaine à nous, les artistes slameurs. Et le Fiche Mali est aujourd'hui l'un des plus grands festivals de slam en Afrique. Le Festival international Slam et Humour du Mali est soutenu par plusieurs personnes de bonne volonté. Des personnes qui voient en cette initiative un moyen de conscientisation de la jeunesse. Parce qu'au-delà des déclinaisons, des déclamations, il y a aussi de véritables morales qui sont transmises aux jeunes. Donc c'est une activité tout à fait positive que nous devons tous encourager. Le Festival international Slam et Humour du Mali édition 2017 se tient autour du thème Jeunesse, paix et sécurité. Culture toujours, ouverture de la 4e édition du Festival international Didadi de Bougouni. Le thème retenu est la culture et le développement économique local. Plusieurs activités sont prévues comme des conférences débats et des visites des sites touristiques. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Aïssata Saliou Maïga et Aliou Touré. Yane Bougouni, Didadi Festival ko C'est cette voix envoûtante de la reine du Didadi Nahawa Doumbia qui a donné le top départ aux activités de la 4e édition du Festival international de Bougouni. Durant 3 jours, la capitale du Bani Mononché vibrera au rythme du son et du chant. Plusieurs autres activités sont prévues également. Durant 3 jours, la ville de Bougouni vibrera de communion, d'échanges, d'exhibitions, de brassage culturel et de cohésion sociale. Placé sous le thème la culture et le développement économique local, le Festival international Didadi de Bougouni vise à promouvoir les patrimoines artistiques et culturels de la contrée. Les autorités coutumières, les élus et plusieurs autres personnalités qui ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôtel Piémont pour participer à ce rendez-vous culturel 4e du genre n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Ce festival est également une réelle opportunité de mettre en exergue notre passé glorieux dans les pratiques, ses coutumes, ses savoir-faire, ses savoir-être pour mieux nous ressourcer. Et sans les festivals, je pense qu'un jour la culture sera tuée au Mali et ce n'est pas important. On doit encourager les décideurs, les organisateurs et tous ceux qui nous appuient. Des conférences débats sur le thème la culture et le développement de Bougouni et une visite touristique des buffles noirs de Siratogo sont au programme de ce festival. Autre grand titre de l'actualité, je l'annonçais déjà dans les titres, face à la crise que connaît le football malien, le ministère des Sports a dissous le comité exécutif de la FEMAFOOT et a mis en place un comité provisoire de normalisation. Alors, il s'agit donc du comité dirigé par M. Sidi Diallo, qui est notre invité. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et quelques heures seulement après cette décision, le nouveau comité a eu un premier contact avec le ministre en charge des sports. Alors, dans ses bagages, une feuille de route. Quels sont les éléments de cette feuille de route? Merci, M. Sangaré. Je tiens à remercier l'ORTM pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser au peuple malien pour venir parler sur la crise que traverse le football malien aujourd'hui. Et avant tout, je tiens à remercier le gouvernement de la République du Mali pour cette marque de confiance. Et je tiens à rassurer le peuple malien que nous avons accepté cette mission pour le Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, la vie nous impose sa dure mais juste loi qui commande de se regarder dans les yeux, de se parler et aujourd'hui avec l'obligation de s'entendre.
Je dis bien l'obligation de s'entendre. Oui, on va en parler, M. Diallo, très rapidement, les éléments de cette feuille de route. Merci. Il y a 48 heures, nous avons reçu des mains du ministre des Sports une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes principaux, à savoir la réunification de la famille du football, la normalisation du football malien et la professionnalisation. Et aussitôt après avoir reçu cette feuille de route, nous nous sommes mis au travail avec l'élaboration d'un plan d'action stratégique autour de ces axes principaux, plan stratégique qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action opérationnel avec la création des commissions de travail. Et je tiens à vous rassurer que la commission réunification du football malien, qui est une nouvelle commission, est dirigée aujourd'hui par un éminent avocat, la personne de Maître Magatsei, qui aura la lourde responsabilité de réunifier la famille du football. Et au finish, c'est l'installation d'un nouveau bureau. Au bout d'une année, le temps, c'est trop court. Une année, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Le temps imparti est court. C'est ce que je dis. Il va falloir prendre attache avec l'ensemble du peuple malien, l'ensemble des parties prenantes de cette crise qui n'a que trop duré. Et nous sommes rassurés qu'avec le soutien de l'ensemble du peuple malien, nous allons sauver le football malien. C'est ça. Maintenant, parlons à l'interne. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que le Mali, la suspension de la FEMAFOOT a quand même des conséquences. On a des équipes à l'extérieur qui vont revenir. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça peut peser sur le football malien? Merci. Je tiens à vous dire aujourd'hui que le contraire n'allait pas me surprendre. Le ministre des Sports, lors de sa conférence de presse, a été clair. Il a préparé le peuple malien à cette suspension. La FIFA a ses règles, ses lois. Mais l'État souverain du Mali également a ses règles, ses lois. La FIFA ne viendra pas gérer le Mali. Monsieur Sangaré, aujourd'hui, imaginez-vous l'État injecter des milliards de contribuables maliens dans le football et ne pas avoir un droit de regard sur sa gestion. Imaginez-vous l'État malien s'asseoir aujourd'hui, observer des scènes de violence sur nos jeux de terrain, sur nos stades, avec des risques de mort d'hommes. Imaginez-vous l'État malien s'asseoir aujourd'hui, assister à la perturbation de l'ordre public, empêchant les Maliens et les Maliennes de vaguer à leurs occupations? Je dirais non. C'est dans ce cadre que l'État malien, l'État souverain du Mali, a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de lever cette suspension avec une solution malienne. Une des clés de la suspension de cette suspension est entre les mains de l'ancien bureau fédéral dissous. Nous sommes des fils de ce pays. Ils n'ont tout simplement qu'à reconsidérer leur position et à s'aligner derrière l'État du Mali. La crise a trop duré. Comment vous allez faire pour réussir en tout cas cette entente au niveau du monde sportif, du sport malien, du football malien? Aujourd'hui, je tiens à vous dire que, en plus de cette clé, aujourd'hui, nous avons commis une commission composée d'éminents juristes aujourd'hui qui ont des éléments de preuve palpants pour aller défendre et obtenir la levée de cette suspension. Et aujourd'hui, à l'ensemble du peuple malien, je dirais que ce combat, il est national. Ce n'est pas une question de comité de normalisation, ce n'est pas une question de personnes. Il s'agit de sauver le football malien. Il s'agit de donner la chance à ces milliers de jeunes de réaliser leurs rêves, celui de taper dans le Diallo, ballon. qu'est-ce que vous tient à cœur aujourd'hui? Un message à lancer au public sportif malien, aux Maliens? Merci. Le premier message que j'ai à lancer aux Maliens, le premier message s'adresse très humblement à M. Boubacar Baba Diarra et à son équipe. Je leur dis tout simplement de reconsidérer leur position, de se rallier derrière cette décision de l'État. Ça, c'est une solution très facile de sortir de crise. Et le second appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit du peuple malien. Je leur demande de rester en bloc derrière ce comité de normalisation. Je leur demande aujourd'hui, ensemble, de porter le même maillot, de jouer dans la même équipe pour la gloire de ce pays, pour que nous puissions remporter cette victoire finale qui est de sauver ce football malien aujourd'hui. Merci M. Diallo pour toutes ces précisions. Merci, je rappelle que vous êtes le président du comité de normalisation du football malien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Oui, Cheikh Mohamedou Diarra, journaliste réalisateur à la retraite, n'est plus. Il repose désormais au cimetière de Niamana. Cheikh Ahmadou Diarra a travaillé à l'ORTM où il a fait valoir ses droits à la retraite en 2007. La cérémonie funéraire a eu lieu donc à Tabakoro en présence de plusieurs personnalités. Suivons ce reportage. Cheikh Mohamedou Diarra, journaliste réalisateur, repose désormais au cimetière de Niamana Tabakoro dans la commune rurale de Kalabankoro. Décédé en France à l'âge de 73 ans, il a été conduit ce jeudi à sa dernière demeure par une foule nombreuse. C'était un homme
très humble, très modeste et très proche de ses amis, de ses parents et aussi de ses collaborateurs. Sékou Mamadou Diarra a toujours œuvré et travaillé pour la cohésion de tout ce qui l'entoure, pour l'unité de sa famille. Sur le plan professionnel, il était très consciencieux, très consciencieux. Et que son souci, c'était de comment faire mon travail à souhait, à hauteur de souhait. C'était ça son souci. Diplômé de l'université Karl Marx Leipzig en Allemagne, le défunt Diarra a été affecté à la radiodiffusion nationale du Mali en 1976. À leur thème, le journaliste réalisateur a occupé des postes dont celui de chef des services des relations extérieures en 1998. Cheikh Mohamedou Diarra laisse derrière lui plusieurs fils et petits-fils inconsolables. Dort en paix, doyen. Voilà, c'était là donc le reportage de Agali Agagissa, repose en paix, doyen. Demain, votre émission Actu Hebdo reçoit comme invité Malik Boubou Diallo, premier vice-président de la Confédération générale des transporteurs terrestres et fluviaux du Mali. Actu Hebdo, c'est de midi à 13h avec Ibrahima Djombele et toute son équipe. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité de 13h. Une présentation de Mohamed Ould Mamouni. S'il plaît à Dieu, je serai là pour l'édition du soir. Au revoir. Allah bénisse le Mali.